Bonsoir à tous. Merci d'être là au Centre Dominique Vivant-Denon pour cette dernière rencontre de l'année 2019 qui nous réunit pour une occasion, une belle occasion, puisque le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci nous permet d'avoir évidemment un très bel événement, mais aussi de pouvoir, au cours de cette année et en cette fin d'année, nous permettre aussi de revisiter les grands événements de cette année et également ce qui nous permet de voir aussi en quoi Léonard de Vinci, mais aussi les œuvres évidemment majeures de son art, ont permis aussi au musée du Louvre d'avoir également un enjeu extrêmement important dans la renommée aussi d'une œuvre emblématique, la Joconde, bien sûr, mais aussi d'un artiste à nul autre pareil. Donc c'est l'occasion non seulement de célébrer l'anniversaire de la mort de Léonard, mais c'est aussi une rencontre autour d'un objet. Et cet objet, c'est un livre, Une femme disparaît, le vol de la Joconde en 1911, dont l'auteur, Jérôme Coignard, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous, va nous permettre aussi de remonter un petit peu le temps et de revoir finalement, à travers donc cet ouvrage qui est paru en 2010 aux éditions du Passage et en même temps qui vient d'être réédité, et je le dis parce que si vous visitez l'exposition Léonard de Vinci en ce moment même, eh bien l'ouvrage y figure en bonne place dans la librairie. Alors, événement exceptionnel que fut ce vol de la Joconde pour l'histoire de l'œuvre, mais aussi pour l'histoire de l'institution. Et c'est là que le propos que nous avons ce soir nous intéresse au plus haut point, en tous les cas, dans nos axes de recherche au Centre Vivant-Denon. Parce que cette aventure unique dans l'histoire du musée aura deux conséquences majeures et qui, je pense, vont faire l'objet de la discussion et de l'échange que nous allons avoir avec nos deux invités. D'une part, relancer le culte de Léonard à travers Mona Lisa dans un contexte bien particulier, la montée des nationalismes à la veille de la Première Guerre mondiale. Cela dit des choses aussi sur le comportement du public face aux œuvres du musée, hors du contexte du salon des artistes vivants. Et c'est aussi important de se replacer dans ce contexte de la visite au musée, parce que l'on voit par certains moments, évidemment, que nous en sommes les héritiers directs. Et la question des prémices de la notoriété de cette œuvre, depuis l'Ancien Régime, est aussi quelque chose que nous pourrons, je l'espère, investiguer. D'autre part, il s'agit aussi peut-être, à l'occasion de cette histoire, de cette aventure, mais aussi de cette enquête, de dresser un bilan pour le moins mitigé, il faut le dire, de la gouvernance du musée du Louvre, dans un contexte que je viens d'évoquer lui aussi, bien particulier. Faibles moyens budgétaires pour envisager des travaux de modernisation du bâtiment qui n'interviendront, et ce lieu même en est la preuve, que dans les années 20, à la fin des années 20. Problème également pour recruter et former du personnel, alors que la fréquentation du musée augmente et est déjà une préoccupation de l'institution, mais aussi que le musée s'étend de plus en plus dans le palais au fur et à mesure des achats et des libéralités. Alors, nos deux invités, que je remercie bien sûr d'être là ce soir, Jérôme Coignard, l'auteur de l'ouvrage, journaliste et critique d'art, mais aussi Mathieu Deldic, conservateur du patrimoine, et aussi l'intérêt était de pouvoir croiser deux visions, celle du critique, de l'auteur, de l'écrivain, mais aussi celle du conservateur, parce qu'il y a là aussi deux figures emblématiques à travers une exposition dont il a été le co-commissaire au printemps dernier, sur lequel il reviendra, La Joconde nue au musée Condé de Chantilly. Donc, je les remercie parce qu'ils vont nous permettre, je pense, de mieux comprendre les enjeux de ce vol dans l'histoire de cette œuvre, à nul autre pareil. Et grâce à eux, nous allons également confronter deux représentations d'un même topos, je dirais d'un même thème, cher à la Renaissance de l'Antiquité platonicienne, ce fameux néoplatonisme de la cour de Florence, celui aussi, le thème de la Vénusta,
la représentation de la femme dans sa nudité, alors on ne va pas dire héroïque, mais antique en tous les cas, ou habillée dans sa version évidemment considérée comme plus vénale. Et là, je pense que ce sont aussi deux enjeux importants de cette représentation entre la Joconde Mona Lisa et la Joconde nue, qui sont à mettre en parallèle sur une histoire évidemment intellectuelle extrêmement importante, qui fonde aussi bien sûr, dans l'histoire de l'art occidental, les enjeux principaux. Donc c'est pourquoi aussi l'exposition sur la Joconde nue, qui a eu lieu donc au printemps au musée Condé de Chantilly, et dont nous remercions encore une fois, cher Mathieu, de pouvoir être parmi nous, va nous permettre aussi de revenir sur un questionnement fondamental donc en histoire de l'art. Et cette exposition, si j'ose la comparaison, fut en quelque sorte la vision prémonitoire de l'événement qui se déroule au Louvre en ce moment. Et donc, je vous passe la parole. Alors, cher Jérôme, peut-être resituer l'histoire, l'enquête, pour nous resituer évidemment le contexte de cette époque, de ce début du XXe siècle. Donc, je ne vais pas vous parler de la Joconde, mais plutôt de l'absence de Joconde au Louvre de 1911 à 1913. Et une petite parenthèse, vous avez sans doute déjà vu, vous allez voir l'exposition Léonard de Vinci qui se tient au sein du musée. Et alors, il y a justement une absence remarquable, c'est justement celle de la Joconde. Et je suis persuadé que le vol spectaculaire de 1911 n'est pas complètement étranger au fait qu'aujourd'hui, on ne puisse pas montrer la Joconde comme un tableau normal au sein de cette admirable exposition où il fait défaut tout de même, il faut bien le dire. Donc, alors pour ceux qui n'ont pas encore lu mon livre, je rappelle brièvement les faits. Nous sommes à Paris le 21 août 1911, vers 7 h du matin. Un homme s'introduit par la porte Jean Goujon dans le musée du Louvre, donc par le quai du Louvre, l'actuel quai François Mitterrand. En quelques minutes, il parvient à gagner les grandes salles de peinture du premier étage. Il arrive dans le salon carré où la Joconde est alors présentée, décroche le tableau et l'enlève de son cadre. Il se cache pour cela dans un petit escalier de service. Donc décadre le tableau, laisse la boîte vitrée qui la protégeait et le cadre dans l'escalier, ressort du palais, la Joconde n'est plus là, et c'est le début d'une consternation générale, alors évidemment d'abord dans le Louvre, et puis nationale et mondiale, puisqu'évidemment, en France, nous avons depuis le 21 juillet 1880 la loi de la liberté de la presse, et puis les agences de presse fonctionnent, donc le câble transatlantique, etc. La nouvelle se répand très rapidement. Donc ce 21 août, l'absence du tableau passe inaperçue. C'est un lundi, le musée du Louvre est fermé au public. Seuls quelques privilégiés sont admis par protection d'un ministre ou du ministre de l'Instruction publique, par exemple. Et c'est le jour de l'entretien. Donc un homme vêtu d'une blouse d'ouvrier, ce qui est le cas de notre voleur, qui s'affaire dans les salles du musée, n'est pas du tout un spectacle incongru le lundi. Ce n'est que le mardi matin qu'on s'inquiète de l'absence du tableau. C'est grâce à un petit peintre de genre qui s'appelle Louis Béroux, qui était en train de peindre, il avait une autorisation de copiste et peignait un tableau représentant une élégante se recoiffant devant la Joconde, puisque le tableau avait une vitre qui était cruellement réfléchissante, donc elle l'utilisait comme miroir dans son petit tableau, et dit quand même où est la Joconde. Il en avait besoin pour continuer sa peinture. Un de ses camarades graveurs, également venu faire une copie de la Joconde, attendait également le retour du tableau. Et alors, de fil en aiguille, d'investigation en petite enquête au sein du musée, on s'aperçoit qu'elle n'est pas dans le studio du photographe, qu'elle n'est pas à la conservation non plus. Et vers 11 h du matin, il faut constater que le tableau n'est plus visible au Louvre. Alors, il a peut-être été caché quelque part. Et donc là, une sorte de vent de panique commence à souffler dans le musée. Le directeur du musée, qui est un archéologue réputé, un helléniste, Théophile Homol, est en vacances dans les Vosges. Donc son directeur par intérim, qui ce mardi déjeune tranquillement chez lui, parce que la veille au soir, il a sorti... C'est le directeur du département égyptien. Donc il a manipulé des objets égyptiens toute la journée précédente. Donc il est chez lui. On l'avertit
il se rend au musée et lui-même se rend en début d'après-midi à la préfecture de police de Paris. Et c'est le préfet Louis Lépine en personne qui débarque au musée très rapidement avec 60 inspecteurs de la police judiciaire. Donc à ce moment-là, on va évacuer le musée des quelques rares visiteurs alors présents et commence une fouille générale du palais. Alors le palais gigantesque, évidemment, nous le connaissons aujourd'hui, mais ce palais à l'époque, il est divisé entre plusieurs administrations. Il y a beaucoup d'appartements, à la fois appartements de fonction des directeurs, mais également des tout petits appartements dans les combles, dans les entresols. Enfin, c'est un dédale inextricable. On monte sur les toits, on inspecte les cheminées. Enfin bon, voilà. Et au bout à la fin de cette fouille, il faut bien constater que le tableau a disparu. Alors là, c'est évidemment le début d'une enquête de police très bien menée du côté du juge d'instruction. Un juge est nommé qui va s'installer au musée du Louvre pendant une dizaine de jours, le juge Henri Drioux. Et donc là, systématiquement, on va commencer à faire la liste des personnes présentes le jour supposé du vol. On va prendre leurs empreintes digitales, vérifier leurs emplois du temps. Donc il y a 257 personnes dont les emplois du temps et les empreintes vont théoriquement être prises en vain. Or, il se trouve que sur la vitre qui protégeait le tableau figure une empreinte de pouce absolument merveilleuse, très très nette, et c'est l'empreinte nous le savons, nous l'avons appris en 1913 lorsqu'on a retrouvé ce voleur, dont je vous dirai par la suite quelques mots. Cette empreinte très nette est déjà dans le fichier de la préfecture de police parce qu'il a commis 2 menus larcins qui lui ont valu d'être arrêté, emprisonné. Or, le service de l'anthropométrie judiciaire dirigé par Alphonse Bertillon, donc qui gère cet énorme fichier des empreintes digitales, n'est pas capable à l'époque de mettre en relation cette empreinte de pouce avec une fiche des gens fichés à la préfecture de police. Ce qui fait que dès fin août 1911, il y avait l'indice majeur qui permettait de trouver l'identité de la dernière personne à avoir manipulé ce cadre et cette vitre. Et on a laissé perdre cette excellente piste. Alors, j'ai quelques documents que vous aurez à loisir un moment pour contempler après. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est l'emplacement du tableau dans le salon carré. Il reste les 4 pitons de fer dont on apprendra que seuls 2 tenaient vraiment le tableau accroché au mur. Et donc, dans la consternation nationale qui évidemment va s'emparer du public dès que la nouvelle est connue, elle va être connue le lendemain. Le jour même, le musée attribue, le mardi matin, pardon, le musée attribue la fermeture au public à la rupture d'une canalisation d'eau. Je pense qu'on espère quand même retrouver le tableau, donc on peut comprendre que le musée n'ait pas envie tout de suite de se vanter d'avoir laissé perdre des fleurons de sa collection. Et puis ensuite, évidemment, il va falloir dire la vérité. Et alors, on va découvrir que le musée du Louvre, comme l'écrira Apollinaire, qui est donc critique d'art assez virulent sur le sujet, et des textes assez amusants aussi, le Louvre est plus mal gardé qu'un musée espagnol. Alors, c'est pas très gentil pour nos amis espagnols, c'était peut-être vrai à l'époque que leur musée était mal gardé. Et donc, on découvre que non seulement la Joconde n'est pas solidement accrochée à son mur, mais qu'on peut entrer dans le musée tout spécialement le jour de fermeture au public, qui est finalement le jour de tous les dangers. Et l'enquête va montrer que les gardiens qui devaient être présents n'étaient pas à leur poste ce jour-là. Ils étaient occupés à des tâches secondaires. L'un était à la pêche, l'autre ne s'était pas réveillé. Enfin, on découvre un désordre dans l'organisation de la surveillance qui n'est pas du tout imputable à la direction du musée, je m'empresse de le dire, parce que le directeur de l'époque, Théophile Homolle, avait à maintes reprises signalé au sous-secrétariat des Beaux-Arts
la pénurie de gardiens et demandaient des renforts. En fait, le vrai problème est que ces gardiens du Louvre sont nommés par le ministère de la Guerre, qui les choisit parmi d'anciens soldats dont la plupart ont participé aux guerres coloniales, sont des hommes fatigués, sont parfois malades, enfin, et qui sont tout à fait étrangers, évidemment, à l'univers des musées, et qui, évidemment, n'ont reçu aucune formation. Donc, il y a quelque chose de catastrophique dans l'organisation de ce gardiennage, et on va accuser le musée, évidemment, de tous les maux, et on comprend bien pourquoi. Alors, à ce stade, je veux dire juste un petit mot du voleur. Il s'appelle Vincenzo Perugia. Donc, c'est un ouvrier italien qui est venu travailler en France, d'abord à Lyon, puis à Paris. Il est peintre vitrier. Et alors, ce qui lui a permis de décrocher le tableau si aisément et de l'extraire de sa boîte vitrée sans l'endommager, parce que le tableau, pendant toute cette opération et pendant toute la durée de sa disparition, n'aura vraiment pas une égratignure, c'est qu'il avait, en tant que vitrier, travaillé lui-même à la confection de la vitre et à la fixation de la vitre de la Joconde. Alors, d'ailleurs, son nom figurait sur la liste des 257 personnes interrogées par la police judiciaire. Un inspecteur de police s'était rendu à son domicile, comme ça avait été le cas pour tous les autres employés, conservateurs, etc. Il avait menti sur son emploi du temps de la matinée. Or, il est apparu par la suite, en 1913, quand on retrouve le tableau, qu'il avait 2 heures d'absence ce matin-là, non justifiées, qu'il avait attribuées au fait qu'il avait bu trop d'alcool la veille et qu'il ne s'était pas réveillé. Or, à 7 heures du matin, il était tout à fait réveillé et il décrochait la Joconde. Alors, je ne sais pas, cher François, si vous voulez que nous parlions de peut-être pourquoi la Joconde, pourquoi... Ben oui. Alors, je voulais juste reprendre, avant qu'on passe la parole, justement, je pense que reprendre sur ce que vous veniez de dire, puisque Vincenzo Perugia était vitrier. Et en effet, dans une autre communication la semaine dernière autour des écrivains au musée, organisée par Guillaume Farou, donc conservateur au département des peintures, il y a eu justement une communication tout à fait intéressante par une de nos post-doctorantes, Jessica Desclos, sur justement la campagne de pose de vitres qui était totalement nouvelle en 1910, donc quelques mois avant. Il y a eu 2 étapes en 1910, jusqu'en novembre. 1909, je crois. 1909, probablement, 1910. Oui, et 1910 jusqu'en novembre 1910. Donc, il a fait partie des vitriers qui sont venus travailler sous l'égide d'un contremaître du musée, que vous citez d'ailleurs dans l'ouvrage. Mais visiblement, et ça, peut-être tous les deux, parce que quand la Joconde nue a été présentée à Chantilly, il y a peut-être aussi une mise en parallèle à faire, mais cette découverte de la perception des œuvres sous un vitrage, avec les reflets, car à l'époque on n'avait pas ce que nous appelons aujourd'hui du verre anti-reflet, a probablement aussi été, de la part des visiteurs, quelque chose de violemment contesté. Il y a une immense polémique, dans la presse, et justement, je la cite, Jessica Desclos citait un texte dans un des journaux de l'époque de Roland d'Orgelès, venu se raser devant la vitrine. Ce n'était pas la Joconde, mais c'était un tableau très célèbre également. Et en effet, donc il y a eu véritablement quelque chose, alors je ne sais pas pour des conservateurs et critiques ce que cela dit, mais en même temps, je pense que le rapport de l'œuvre originale à travers la perception du vitrage a été quand même quelque chose de violemment perçu par les visiteurs et probablement par aussi les amoureux de l'art et de la peinture aussi. Oui, mais le public, enfin tel qu'on peut s'imaginer à travers la presse de l'époque, s'est senti dépossédé des tableaux qui étaient mis sous vitre parce qu'il y avait ce pouvoir réfléchissant du verre qui faisait que l'élégante peinte par Béroud pouvait se recoiffer devant la Joconde. Elle se voyait mieux qu'elle ne voyait la Joconde elle-même.
En même temps, cette pose de vitre, elle avait été, vous avez dû voir ça à Chantilly aussi, elle avait été évidemment dictée par la nécessité de protéger les tableaux les plus précieux. Et suite à diverses dégradations, c'était quand même une mesure de précaution Oui, et puis nécessaire. augmentation, finalement une fréquentation qui va en augmentation dans la deuxième moitié du XIXe siècle. La visite au musée devient quelque chose alors, au salon d'abord. Roland d'Orgelès, donc, Oui. qui est un des grands farceurs de l'époque. C'est une époque où c'est encore la belle époque, 1911, on s'amuse beaucoup. On a supposé, quand on a appris la disparition de la Joconde, que ce pouvait être le fait d'un humoriste ou d'un journaliste cherchant à se rendre intéressant et à vendre un feuilleton dans son journal. C'était l'hypothèse finalement la plus rassurante. Mais il y a cet esprit amusant de l'époque, d'Orgelès se rasant au Louvre devant un tableau de la Renaissance. Voilà, je ne pense pas qu'il ait été interrogé parce que ça n'était pas sérieux de le soupçonner de ce vol, mais c'était une hypothèse assez rassurante que ce soit une farce de très très mauvais goût. Mais alors, quand on prend conscience donc du vol de cette œuvre et de son absence, donc qui devient en effet quelque chose pendant les 3 années d'extrêmement important, est-ce que nous pouvons rapprocher cela aussi de l'histoire, bien sûr, de cette œuvre, à travers son origine dans la collection royale française, mais aussi, bien sûr, la mettre en parallèle dans cette fascination des grands collectionneurs au XIXe siècle, parce que je pense que c'est ça aussi qui est important en Europe, Italie, France, mais pas seulement. Et peut-être là, Mathieu, vous avez aussi, je dirais, à entrer en scène de ce côté-là, parce qu'on est là sur l'histoire vraiment de grandes collections, que ce soit le Duc d'Aumale, que ce soit au Louvre, bien sûr, la collection François Ier et ses suiveurs. Si on remonte un peu le temps, en fait, la Joconde a toujours été célèbre. Finalement, alors l'événement du vol a propulsé ce tableau sur le devant de la scène, mais finalement, dès le vivant de Léonard de Vinci, c'est le chef-d'œuvre du maître. Alors vous connaissez cette histoire, et puis vous la lirez bien dans le catalogue du musée du Louvre. Ce tableau a été acquis par François Ier en 1518, avant la mort de Léonard, avec un certain nombre d'autres tableaux qui avaient été donnés à Salaï. Et donc, ce tableau fait partie des collections royales françaises depuis 1518 et a connu une grande célébrité au XVIe siècle. On y reviendra ensuite, notamment avec l'histoire de la Joconde nue. Donc, dès l'époque de sa création, de sa gestation, une gestation qu'on date autour de 1503, c'est à ce moment-là qu'on a un témoignage et qui, finalement, s'est déroulé pendant une quinzaine d'années, jusqu'en 1518. C'est un tableau d'ailleurs qui est inachevé lors de son acquisition par François Ier. Et puis, donc, au XVIe siècle, ce tableau est au château de Fontainebleau, connaît un certain nombre de visiteurs qui en parlent dans les chroniques, dans les témoignages. Et puis, on connaît cette histoire, enfin Jérôme Coignard peut en parler aussi bien que moi. Ce tableau fait partie aussi des collections qui seront à Versailles, des collections exposées par Louis XIV. Et c'est finalement qu'au XVIIIe siècle, il y a un certain recul dans sa fortune, un certain désintérêt, qui peut s'expliquer par différentes choses, et peut-être qu'on est moins intéressé par l'art de la Renaissance, tout simplement aussi à ce moment-là. Et puis, ce tableau fait partie des œuvres qui sont nationalisées, envoyées au Muséum central des arts, donc ici au Palais du Louvre. C'est un tableau... Pardon de vous interrompre. Justement, elle arrive au Louvre. Voilà. Après l'ouverture, quelques années après l'ouverture. Donc c'est vrai qu'il y a une éclipse au XVIIIe siècle. Donc c'est en 1803, 1804, je crois. Oui. Pardon, Mathieu. Elle n'est pas en 1793. Non, elle ne fait pas partie des premiers envois. Donc ça montre déjà qu'au XVIIIe siècle, elle ne faisait pas partie de ces grands chefs-d'œuvre qu'il fallait tout de suite nationaliser, montrer au public, au Muséum central des arts. Et au XIXe siècle, une sorte de regain d'intérêt progressif qui se fait jour et qu'on peut voir notamment parmi les grands collectionneurs du temps, et notamment Henri d'Orléans, duc d'Aumale, cinquième fils du roi Louis-Philippe, qui va être un immense collectionneur, notamment
d'art de la Renaissance, que ce soit la Renaissance française, mais aussi la Renaissance italienne, et qui va se porter acquéreur en 1862 d'un grand dessin qui a d'abord été proposé au musée du Louvre à Frédéric Rézé, qui était le grand conservateur des dessins de la Renaissance à ce moment-là. Et donc on est en 1862, le musée du Louvre n'avait pas d'argent. Et donc pour que ce dessin demeure en main française, Frédéric Rézé demande au duc d'Aumale de l'acheter. Alors le duc d'Aumale à ce moment-là est en Angleterre, en exil, on est sous le Second Empire, et on est face, vous parliez tout à l'heure les montées du nationalisme, on est déjà face, lors de cette acquisition de la Joconde nue, à une querelle ou une bataille entre nationalités, parce que le British Museum était sur les rangs, et c'est pour ça qu'on a fait appel aussi au duc d'Aumale, comme le plus grand collectionneur et collectionneur le plus fortuné français, pour que ce dessin qui venait finalement de Rome, au milieu du XIXe siècle, il est attesté à Rome, ce dessin qui est venu en France, pour qu'il demeure en main française, et tout de suite on l'attribue à Léonard de Vinci comme un dessin préparatoire ou d'après la Joconde du Louvre. Donc on est déjà, vous voyez que la Joconde cristallise les enjeux, et notamment pour l'acquisition de ce dessin. Et alors, c'est vrai que Léonard de Vinci, à cette époque, est vraiment une des gloires de la peinture italienne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, la Joconde particulièrement est devenue une icône relativement populaire, et notamment grâce à la gravure et à la lithographie. Donc elle a été reproduite dès les années 1820-1830 en lithographie. Ces lithographies ont beaucoup circulé, elles ont été vendues à des centaines, peut-être des milliers d'exemplaires. Et donc, l'élite cultivée qui connaissait la Joconde, j'allais dire presque depuis toujours, est rejointe par un public plus large, notamment grâce à l'estampe et grâce à la... Et puis ensuite, alors vers la fin du siècle, à la reproduction photographique, et puisque les images de la Joconde se multiplient avant même le vol de 1900, on sait déjà une carte postale qu'on trouve au Louvre, qu'on trouve à Paris. Et petite parenthèse, déjà l'image du tableau se détériore à travers ces innombrables reproductions. Je me suis aperçu, et vous connaissez ce phénomène avec la Joconde nue, je ne sais pas, mais avec d'autres œuvres, parce qu'un seul photographe avait le privilège de photographier les tableaux du Louvre, c'était la maison Braun. Les concurrents qui voulaient mettre sur le marché la photographie d'un tableau célèbre ne pouvant pas photographier l'original, photographier une copie. Donc il y a des cartes postales qui étaient vendues comme des reproductions de la Joconde, qui en fait étaient des photographies de reproduction avec des cadres qui ne correspondaient pas du tout à celui du Louvre. Donc il y a déjà voilà, une célébrité du tableau à la fin du siècle dans un très large... auprès d'une large audience, je dirais, plus populaire. Mais, même on peut dire, je pense, qu'aucune autre œuvre de cet impact, si je puis dire, n'a connu autant de reproductions et d'interprétations à travers la presse, la caricature, la reproduction. Enfin, il me semble, je ne sais pas, c'est à vous que je pose la question, mais il me semble quand même... Ça, c'est vraiment 1911 qui déclenche un raz-de-marée de caricatures, d'images de dérision, ou aussi de déploration. Il y a une sorte de culte de la Mona Lisa disparue qui s'instaure. On se demande d'ailleurs comment on va la remplacer au musée du Louvre. C'est une question assez sérieuse parce que les 4 clous que je vous ai montrés tout à l'heure suscitent la curiosité d'un public qui parfois n'était jamais venu dans le musée. Donc on va voir entrer dans le musée rouvert des foules. Ça, c'est intéressant. Qui viennent contempler l'emplacement vide du tableau et on voit la trace du cadre sur le mur. Et alors ça, évidemment, la conservation du Louvre ne peut pas laisser ça comme ça très longtemps. Mais alors, comment la remplacer ? Et oui, parce que malgré tout, ce que vous dites est intéressant parce que ça veut dire que l'événement même de son absence va susciter un public nouveau, va venir donc visiter cette absence en quelque sorte. Là, évidemment, d'où la multiplication des images commerciales, des caricatures, tout le monde. Non, mais parce qu'on est déjà dans cette idée qu'aujourd'hui nous
nous appréhendons. Enfin, chacun d'entre nous avons pris le billet en ligne pour venir voir en procession l'exposition. Mais en même temps, on voit déjà à cette époque, y compris justement dans la littérature, les textes, parfois cette sacralisation, parce que l'œuvre n'est plus dans son contexte. Là, bien sûr, il s'agit d'un portrait de femme et non pas d'une œuvre d'église, mais en tous les cas, il y a quand même cette autre forme de sacralisation qui se constitue. Voilà, évidemment, le sourire ayant déjà été beaucoup commenté par les écrivains au XIXe siècle, l'objet de poèmes à l'époque symbolistes, etc., devient aussi un objet de moquerie. Et il y a beaucoup de cartes postales grimaçantes qui représentent la Joconde riant, avec des commentaires. Il y a même une photographie où on la voit avec l'enfant dont le voleur Perugia est le père, bien sûr, enfin, quand on apprendra son identité en 1913. Mais ça veut dire que les artistes aussi vont s'approprier cette œuvre, les artistes de l'époque, contemporains, à l'occasion de ce vol. Ça vient plus tard. Mais en même temps, c'est vrai que... Bon, il y a Duchamp, bien sûr. Duchamp, voilà, c'est une œuvre historique, sa Joconde à moustache, avec les initiales bien connues, cette allusion un peu obscène. Il y a plus tard, il y a Salvador Dali aussi, qui fait une sorte d'autoportrait en Joconde, qui tient des louis d'or. Mais finalement, je trouve que devant le déferlement absolument invraisemblable de caricatures et d'images dérisoires que suscite le vol en 1911, cette moustache de Duchamp, finalement, n'est pas... C'est assez extraordinaire et ça tient à la personnalité de Duchamp qu'on l'ait retenu comme une sorte de jalon de l'histoire de l'art et de la transgression. Mais la transgression, elle s'était déjà opérée à travers la vulgarisation de l'œuvre en 1911 et aussi par la médiocrité des reproductions qui circulent à l'époque. J'en profite pour vous montrer l'audace du vol avait fait imaginer que 2 personnes avaient dû décrocher le tableau. Donc ça, c'est un petit supplément illustré italien qui montre... Mais il l'a raconté dans sa déposition ensuite, Perugia. Comment il a procédé oui, très rapidement, puisqu'il avait déjà quasiment effectué la tâche en posant la vitre un an auparavant. Donc, ça a pu garantir aussi la préservation et l'intégrité du tableau, qui est tout de même un panneau de bois extrêmement fragile. Il a même raconté que lorsqu'il a mis sous vitre ce panneau, avec son patron de l'époque, ils étaient un peu ennuyés parce qu'il fallait retourner la boîte vitrée et le tableau pour mettre pour coller des bandes de papier au revers de la boîte. Et à ce moment-là, de la sueur s'écoulait du panneau de bois qui avait dû être un peu rongé par les vers et se mettait sur la vitre. Alors donc, il avait fallu recommencer le travail un certain nombre de fois. Il connaissait ça par cœur et il l'a fait avec une dextérité. Il a démonté tout ça avec le même professionnalisme qu'il avait assemblé cette boîte en 1910. Mais alors, du coup, ce sont quand même des événements suffisamment extraordinaires et qui marquent au sein d'une institution, évidemment, profondément, en quelque sorte, les évolutions, parce que du coup, on se met à se pencher sur la sécurité, sur des opérations, évidemment, qui permettent de contrevenir. Alors, donc, on ne prévient pas, mais après coup, on se pose la question. Alors moi, je voudrais poser la question à Mathieu Deldic parce que, en effet, est-ce que là, on anticipe, le duc d'Aumale la présente quand et comment à Chantilly? Parce qu'on va se retrouver aussi à cette époque. Est-ce qu'il y a eu un contre-coup de se dire, elle a été déplacée, je pense, mais de se dire, faisons attention aussi, ou enfin, est-ce que ça a eu des répercussions aussi entre la fin du XIXe siècle et le moment du vol? Alors, quand le duc d'Aumale achète la Joconde nue, il est en Angleterre, à Twickenham, en exil, et on ne sait pas exactement où est-ce qu'il la présente. Mais par contre, quand il revient d'exil après la chute du Second Empire, il retourne à Chantilly, il reconstruit le château pour en faire le musée Condé qu'on connaît. Et en fait, là, c'était assez intéressant. La Joconde nue, il va la placer dans l'axe de la galerie de peinture, dans la rotonde, pour ceux qui connaissent Chantilly, c'est-à-dire la place d'honneur. C'est-à-dire quand vous rentrez, vous savez, dans la grande galerie de peinture, vous avez les tableaux à touche-touche du sol au plafond. C'est dans l'axe. C'est vraiment, finalement, l'aboutissement de sa collection, avec un dessin qui est exposé de manière permanente. On n'a pas les mêmes conditions d'exposition que de nos jours. Et ce dessin va rester
un certain nombre d'années comme cela. Et puis, après son second exil, après 1889, un moment où on va douter de l'attribution de la Joconde nue, on va commencer à dire que ce n'est pas tout à fait Léonard, elle est étrange, enfin on y reviendra peut-être, hein, cette question d'attribution, elle est assez masculine, il y a un arrière-plan très discordant. Donc, un moment où des chercheurs, des historiens d'art commencent à douter de cette attribution, le duc d'Aumale va décrocher sa Joconde nue et la mettre dans un endroit un peu moins noble, qui est le logis, donc toute une aile qui servait d'appartement et qui a été ensuite investie comme une aile de musée. Et là, la Joconde nue va être exposée à côté de dessins de Raphaël, à côté de dessins de Clouet, notamment le portrait de François Ier par Clouet, préparatoire au tableau qui est ici au musée du Louvre. Donc elle sera dans un bel environnement, mais dans un couloir assez finalement très sobre et assez décevant. Et ce dessin va rester là jusqu'en 1982. Donc avec là aussi des problèmes de conservation qu'on peut imaginer. Mais c'est finalement moins le choc de 1911 n'a pas atteint Chantilly en termes de... Alors, pardon de vous interrompre, je pense que on a, faute d'avoir retrouvé la Joconde, on s'est intéressé à partir de 1911 à toutes les copies du tableau qu'on pouvait voir dans les musées, en France, à l'étranger, etc. Et tout d'un coup, il y a eu une nouvelle actualité du carton de Chantilly qui était reproduit dans les journaux comme étant voilà, la Joconde nue, alors qui intriguait beaucoup le public non spécialisé de l'époque, une Joconde nue, quelque chose d'assez étrange. Et je crois que ça a dû tout de même attirer quelques visiteurs supplémentaires. D'autant plus qu'elle était exposée de manière permanente. Oui. Voilà, donc c'est un carton, hein, c'est la taille de la Joconde, hein, ce carton quasiment à quelques millimètres près, hein, 74 cm de haut. Donc et vous avez montré dans l'exposition que la position des mains était absolument identique. C'est ce qu'on peut voir, ce qu'on peut deviner sur l'écran derrière nous. Hein. Je ne sais pas si on y vient maintenant, peut-être de cette question de l'attribution. Ce carton a été acheté comme un Léonard de Vinci, je vous le rappelle. Le duc d'Aumale y croyait, hein, appuyé par Frédéric Rézé, par Yves de la Salle, tous ces grands conservateurs du musée du Louvre qui étaient ses conseillers. Et puis, à la fin de la vie du duc d'Aumale, dans les années 1880-90, on commence à douter de cette attribution. Et commence à apparaître un certain nombre de publications qui disent que c'est sans doute une œuvre d'atelier, c'est peut-être même l'œuvre d'un suiveur, voire même un copiste du XVIIIe, du XIXe siècle. Et tout ça reprend en effet dans les années 1910-1920, sans doute à la faveur de cette nouvelle actualité de la Joconde, du vol de la Joconde, hein, qui met les projecteurs sur toutes les dérivations, sur toutes les copies. Et tout au long du XXe siècle, on va trouver finalement ce débat entre des spécialistes éminents qui vont dire que c'est la Joconde, c'est Léonard de Vinci, non, c'est un suiveur, c'est l'atelier, etc. Et tout ça, ça va durer jusqu'au début du XXIe siècle. Encore en 2016, il y a Martin Kemp, qui est un grand spécialiste de Léonard, qui va publier la Joconde nue comme un Léonard, tandis que d'autres, Carmen Bambach, entre autres, vont dire non, c'est plutôt un élève. Et donc, pour aller au-delà de ces débats, pour apporter finalement de nouveaux éléments, nous avons procédé avec un certain nombre de spécialistes, notamment Vincent de Lieuvin, Guillaume Casironi, donc des conservateurs qui ont été commissaires de cette exposition avec moi. Nous avons amené cette Joconde nue au Centre de recherche et de restauration des musées de France pour qu'elle subisse une batterie d'analyses pour la première fois finalement de son existence. Et finalement, on savait qu'on allait trouver des choses, mais les résultats ont dépassé nos espérances. Alors, pour aller un peu rapidement, et si vous pouvez deviner sur l'écran ce que je vais vous raconter, on a pu déjà analyser le papier. Hein. Vous savez que c'est assez simple. Le papier, à la Renaissance, peut être daté grâce à la présence de marques de fabrique qu'on appelle des filigranes, qui sont à l'intérieur de ce papier, et qui sont répertoriés. Hein, on a des répertoires de filigranes. Et ces filigranes, c'est une encre de marine inscrite dans un cercle qu'on trouve à 2 reprises sur le carton. On les répertorie notamment en Italie, entre Venise, Florence et Rome, du vivant de Léonard de Vinci. Donc ça permet de dire que ce dessin n'est pas une copie du XVIIe ou du XVIIIe siècle, parce que ça traînait aussi, cette réputation traînait dans les livres.
Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que tout l'arrière-plan, et c'est ce que vous voyez à droite en ultraviolet, tout l'arrière-plan ne réagissait pas de la même façon. Et en fait, il est assez disgracieux, hein. Vous voyez aussi ici sur le catalogue, c'est une sorte de gouache brunâtre qui n'est pas très heureuse. Et en fait, cet arrière-plan, enfin cette gouache a été apposée a posteriori, parce que ce carton a connu sans doute des accidents d'humidité. On devine encore des taches d'humidité en bas. Et donc, peut-être au XVIIIe ou au XIXe siècle, on ne sait pas exactement, on a posé une sorte de jus pour cacher ces taches. Et en fait, on a fait pire que mieux. Et en fait, on a quelque chose de tout à fait discordant qui gêne un peu notre perception. Néanmoins, la figure est quasiment entièrement originale. Elle est faite au charbon de bois avec des rehautes de blanc de plomb. Et la technique qu'on y observe est une technique léonardesque, avec ce qu'on appelle le fameux sfumato, c'est-à-dire le procédé estompé pour passer très doucement de l'ombre à la lumière, hein, sans à-coups. Ce qu'on a aussi découvert, c'est que l'artiste qui est ici à l'œuvre est un artiste créateur, et notamment on le voit dans ces fameuses mains, hein, qui sont quasiment superposables avec la Joconde du Louvre. Dans ces mains, on trouve des repentirs, c'est-à-dire des modifications en cours de dessin. C'est-à-dire qu'on a face à un artiste qui modifie sa création jusqu'à cette étape ultime qui est le carton préparatoire, le carton avant la réalisation d'un tableau. Cet artiste, qui est un artiste donc créateur, qui a une technique léonardesque, qui est contemporain des Léonard, c'est un artiste gaucher. Alors ça, évidemment, c'est ce qu'on cherchait à tout prix. Alors vous savez comment on détermine cela? On détermine cela grâce aux hachures. Les gauchers, et notamment Léonard, qui systématiquement trace les hachures de sa main gauche, trace ces hachures du haut à gauche et en bas à droite. On en a trouvé sur le bras, sur l'épaule, donc à plusieurs reprises. Alors, Melzi, l'élève de Léonard, était aussi gaucher, donc ce n'est pas un élément suffisant, mais ça apporte de l'eau à notre moulin. Et puis, si on continue notre histoire sur le PowerPoint, donc là, vous devinez les marques de fabrique, hein, les filigranes. Ensuite, donc là, on peut voir la technique. Et puis, si on continue, donc vous avez les fameux repentirs, hein, vous verrez tout ça dans le catalogue. Et puis, alors ce que vous devinez là, ce sont les milliers de petits points, des petits trous d'aiguille qui dessinent la silhouette de ce carton, qui permettait de reporter cette composition sur un tableau, sur un panneau de bois qu'on mettait derrière. Hein, c'est le principe d'un carton. Et en fait, on a comparé ce piquage, si on passe ensuite, avec la Joconde. Alors déjà, on voit que toute la partie inférieure est superposable, c'est-à-dire que c'est un artiste qui a accès à la Joconde, et une Joconde en cours de création. Et puis, si on continue, on a pu découvrir 2 tableaux qui ont été réalisés à partir de ce carton, 2 tableaux qui sont des œuvres vraisemblablement d'élèves de Léonard au sein de son atelier. L'un qui est ici est conservé au Museo Ideale Léonard de Vinci à Vinci, en Toscane, et le second est au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, et c'était la Joconde nue la plus célèbre avant l'acquisition du dessin par le duc d'Aumale. C'est une Joconde nue qui est connue depuis au moins le XVIIe siècle et qui était connue par la gravure, et c'est par ce tableau que le terme de Joconde nue, peut-être qu'on y reviendra, a été popularisé. Parce qu'il ne s'agissait pas, ce que je ne vous ai pas dit, évidemment, ce n'est pas Mona Lisa qui a posé nue pour Léonard. C'est un autre modèle qui emprunte la pose de la Joconde, hein, de Mona Lisa. Donc 2 tableaux réalisés à partir de ce carton, 2 tableaux réalisés dans l'atelier de Léonard. Et donc, si on met finalement bout à bout tous ces indices, on est face à une œuvre d'un créateur qui a une technique léonardesque, qui est contemporain de Léonard, qui a accès à la Joconde et qui fournit une matrice, un modèle utilisé par les élèves de Léonard. Alors, voilà, vous me voyez venir. C'est difficile d'aller au-delà parce que c'est une œuvre qui est éminemment fragile, qui a été exposée pendant des années et des années, qui a subi un certain nombre de restaurations. Au XIXe siècle, on voit que le duc d'Aumale, Trichetti, le sculpteur qui est aussi le conseiller artistique du duc d'Aumale, restaure à la mie de pain
ce carton. Donc on a tout ça dans les archives, donc on peut présager d'un certain nombre d'accidents à cause de ces restaurations. Mais néanmoins, c'est une œuvre extrêmement importante et qui permet, nos conclusions que vous pouvez lire dans le catalogue, c'est qu'avec Vincent Delevin, avec un certain nombre de spécialistes, c'est qu'on est face à une œuvre d'atelier, à tout le moins, et vraisemblablement, Léonard y a participé pour tout ou partie. Et donc, vous avez sans doute suivi ça dans la presse, et là on revient finalement à tout ce qu'on a connu aussi en 1911, c'est qu'il y a une fascination pour cette Joconde nue qui a été redéclenchée suite à ces analyses qu'on a menées en 2017 et 2018, et qui s'est poursuivie lors de cette exposition. J'ai fait 152 télévisions, enfin, ça a été phénoménal, et dans le monde entier, parce qu'on est face finalement à une œuvre que le grand public ne connaissait pas, qui a été en réserve depuis plusieurs décennies, qu'on est face à un dérivé du tableau le plus célèbre du monde et qui est vraisemblablement l'œuvre de l'artiste le plus célèbre du monde. Et donc la Jocondolatrie s'applique également, vu le succès effectivement médiatique de ce très beau thème d'ailleurs, au carton de Chantilly. Et petite parenthèse pour voir jusqu'où on peut aller, il y a quelques années, on a voulu déterrer les restes de Mona Lisa del Giocondo pour trouver son crâne et faire une reconstitution faciale de la pauvre femme pour la comparer au tableau du Louvre. C'est vous dire que ce culte de la Joconde débouche parfois sur des initiatives assez déplorables. Alors, par chance ou pas, on n'a pas retrouvé le crâne. Donc ça a clos l'expérience. En fait, il y a une sorte de fétichisme comme ça qui s'applique à tout ce qui touche de près ou de loin cette icône devenue incontrôlable depuis 1911. Et puis ça a été ensuite réactivé avec ses voyages dans les années 60 et 70 aux États-Unis, au Japon. Absolument. Absolument. À Mais Moscou. alors, juste avant, oui, Pardon, oui, je très brûle bonne. les étapes. Non, c'est pas ça. Mais juste, je trouve intéressant pour poursuivre ce que Mathieu évoquait. Pourquoi la Joconde nue, c'est-à-dire peut-être juste faire une incise purement d'histoire de l'art parce que la première diapositive de Mathieu, c'est quand même la confrontation qu'on n'a encore jamais faite en fait entre Mona Lisa et la Joconde nue. Et donc voilà. Par rapport à mon introduction sur deux modèles qui reprennent cette vision néoplatonicienne de la Renaissance, est-ce que c'est quand même assez incroyable là. Enfin, c'est la question de l'identité. De vision de la femme, en fait. Voilà, il y a plusieurs choses. Il y a la question déjà de l'identité de Mona Lisa qui fait couler encore tellement d'encre. Est-ce que c'est bien Mona Lisa Gherardini, femme de Francesco del Giocondo? Est-ce que c'est ça là? Enfin, on lit tout et son contraire là aussi. Et c'était le cas aussi pour la Joconde nue. C'est-à-dire que vous avez... en plus, là, c'est encore plus troublant parce qu'elle est nue, parce qu'il y a sans doute un modèle masculin qui est là aussi, avec ce bras très, très musclé, avec ce physique très androgyne. Et donc, ce qui a été le cas pour la Joconde, sur cette question de l'identité, c'est on trouve la même chose pour la Joconde nue. Est-ce que c'est Mona Lisa qui est posée nue? Est-ce que c'est Salaï? Parce que l'homosexualité de Léonard aussi éveille un certain nombre de fantasmes. Pour la Joconde nue, en fait, notre thèse, c'est qu'il n'y a pas de modèle. C'est-à-dire que c'est un modèle existant, vivant, quelqu'un qui aurait posé nu pour Léonard. Sans doute qu'il y a un garçon d'atelier qui a posé, comme c'était le cas assez souvent, pour le bras, pour capter une silhouette. Évidemment qu'il y a une inspiration du tableau de Mona Lisa, de la Joconde du Louvre, notamment pour la partie inférieure, on en a parlé. Mais au-delà de ça, en fait, c'est un modèle imaginaire, éminemment léonardesque, qui nous fait penser à des tableaux qui sont ici au Louvre, qui sont dans l'exposition, au Saint-Jean-Baptiste, à la Sainte-Anne, donc des tableaux d'ailleurs de la maturité de Léonard, de la fin de sa vie. On date la Joconde nue, cette composition des années 1513-1516, lorsque Léonard est à Rome, avant qu'il vienne en France. Et ça, c'est très important parce qu'il est entouré par l'Antiquité romaine, il vit au Belvédère, et
il s'inspire sans doute de la sculpture antique qu'il a à sa disposition, et ce qui peut expliquer finalement un aspect intéressant de cette Joconde nue et qui n'avait pas été assez regardé avant l'exposition, c'est-à-dire sa coiffure. Vous avez 2 tresses qui sont nouées au-dessus du front, 2 tresses à l'antique, qui font référence au type de la coiffure de la Vénus capitoline, un type de sculpture antique très connu, on connaît des centaines d'exemplaires. Et donc ici, finalement, ce qu'a voulu représenter Léonard, ce n'est pas un modèle existant, mais c'est une sorte de beauté idéale qui renvoie à l'Antiquité, à Vénus, à l'idéal de la beauté. Une beauté idéale qui est androgyne, en effet. C'est le canon de Léonard de Vinci, tout comme Michel-Ange aussi avait des canons éminemment androgynes. Et donc, on est dans évidemment cette idée néoplatonicienne de cette beauté qui renvoie à l'antique et qui renvoie à l'idéal de la beauté. Et ici, finalement, avec cette Joconde nue, Léonard de Vinci a voulu surpasser l'Antiquité parce que c'est une sorte de Vénus qui a pris vie, qui s'adresse à nous, tout comme la Joconde. Pourquoi finalement la Joconde est si célèbre depuis le XVIe siècle? C'est parce qu'elle est très efficace. Il y a une peinture très vibrante, très magistrale, mais aussi c'est toute cette histoire, on dirait qu'elle vous suit les yeux, la Joconde nue. Oui, mais ça, c'est une expérience qu'on peut faire mais avec plein d'autres tableaux actuelles de visite de cette salle. Mais en fait, elle a quasiment une taille humaine, cette Joconde nue. Elle s'adresse à nous directement, elle est accoudée. On dirait qu'elle veut entrer en dialogue. Et la Joconde nue, c'est la même chose. Et donc, vous avez une Vénus qui a pris vie, l'Antiquité vivante. Et c'est ça, c'est finalement aussi peut-être tout l'objet de la Renaissance, c'est de surpasser l'Antiquité. Et donc, avec la Joconde nue, c'était un peu notre thèse, Léonard a voulu mettre à profit l'ambition de la Renaissance. Rien que ça. Oui, mais parce que justement, c'est en me retournant, en regardant les 2 images, en vous écoutant, en lisant évidemment le catalogue, que je pensais à quelque chose. Vous y faites, il me semble, référence, mais je ne connaissais pas ce parallèle antérieurement à celui que je connaissais dans les études, c'est-à-dire à partir de l'idéa de Panofsky et notamment de son travail sur l'amour sacré, l'amour profane, le très beau tableau que vous avez peut-être en tête en longueur qui est à la Villa Borghese de Titien, où vous avez cette femme nue debout autour d'un sarcophage et la femme habillée dans une somptueuse robe assise. Et donc là, on a vraiment cette illustration, mais elle est plus tardive, je pense. Donc du coup, Panofsky a un très beau texte évidemment là-dessus, où la Vénusta justement, est-ce que la femme habillée n'est pas... Donc il y a ce rapport bien sûr entre la femme adultère, la Madeleine, la prostituée, et puis la Vénus antique, Vénus pudique, et ça c'est autre chose, mais on peut rendre hommage quand même à notre collègue Vincent de Lieuvin et à Louis Franck dans l'exposition, parce que c'est très beau d'avoir mis les 2 statues antiques, l'Aphrodite accroupie de Cnide et la Léda disparue de Vinci à partir de ce qu'on en sait. Et en effet, je trouve là, moi rien que cette simèse-là me paraît absolument magistrale dans l'exposition. Et en même temps, voilà, moi j'avais cette vision de Titien et je me dis, mais il y a quelque chose avant. Et là, ça part de l'atelier de Léonard. Et en même temps, pour avoir, je pense que vous avez pratiquement presque tous vu l'exposition, mais en tous les cas, je trouve très intéressant le discours également des 2 commissaires, Vincent de Lieuvin et Louis Franck, sur cette question de l'atelier de Léonard, ce que vous reprenez, Mathieu, très bien. C'est quand même un cas assez unique, ce travail. Et je me permettrais juste de citer aussi Cécile Scailleret dans son petit solo, parce que Cécile, dans ses premiers ouvrages sur François Ier et l'art et les collections de François Ier, avait la première aussi essayé, avant même que Bertrand Gestaz ait retrouvé sur Salaï, et en même temps, justement, sur cette pérennité au sein de l'atelier après la mort de Léonard, parce qu'il y a encore de grands points d'interrogation. Mais en même temps, je trouve qu'à travers vos 2 expositions, vous mettez très bien en évidence
c'est l'enquête aussi sur ce grand atelier. Je ne sais pas si pour Michel-Ange ça sera aussi difficile, mais en même temps, on a appris, je pense, beaucoup de choses entre vos deux expositions sur ce travail de l'atelier. C'est passionnant pour le grand public aussi, parce que c'est des choses qui ne parlent pas qu'aux spécialistes, à la fois le catalogue et l'exposition, que certains d'entre vous ont eu la chance de voir, je crois. C'est de voir concrètement comment fonctionne un atelier et que l'idée d'un original et d'une copie ne s'applique pas vraiment à la Renaissance et même jusqu'au XIXe siècle, puisque dans un atelier, un maître peut faire produire par des élèves des tableaux qu'il considère comme étant les siens. Et donc, pour revenir à 1911, une des craintes majeures dans le public cultivé et même dans certains milieux des musées, c'était que la Joconde disparue, on rende, entre guillemets, au musée une réplique, puisqu'on avait découvert, à la suite de toutes les publications surgies après le vol, qu'il y avait de nombreuses copies de la Joconde, que certaines étaient d'excellentes factures. Or, évidemment, enfin, pour qui connaît un petit peu la peinture ancienne, on sait très bien qu'un tableau ne peut pas être remplacé par un autre, physiquement, même si la copie est admirable, ne serait-ce que parce que les traces de vieillissement sont uniques, et notamment les craquelures. Et alors, parmi les éléments qui avaient été déposés chez un notaire par le conservateur des peintures du Louvre en 1911, un type admirable qui s'appelait Paul Le Prieur, figuraient des photographies prises avant le vol, photographies du tableau. Et là, vous voyez ici à gauche une photo d'avant 1911 de la Joconde qui montre très bien le réseau de craquelures, et à droite, une photo prise en 1913 à Florence, lorsque le tableau est retrouvé. Et immédiatement, c'est comme les empreintes digitales, on peut voir qu'il s'agit bien de la même peinture. Et concernant la Joconde, il y avait un détail matériel évidemment très important, c'est l'état du panneau de bois qui n'était pas en très bonne condition. Il est toujours fendu, d'ailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles ce tableau est surveillé, qu'il a une atmosphère spéciale, etc., qu'il est dans une sorte de boîte hermétique et contrôlée. Et donc voilà, il y a diverses étiquettes, il y a des réparations anciennes. Il y avait un petit papillon que vous viendrez voir après, qui a été enlevé depuis, mais enfin en 1911 il existe. Et tout ça fait que ce tableau est unique et ne peut pas être remplacé par un autre. Mais il y a vraiment ce fantasme de la copie, et c'est peut-être qu'à l'époque on lisait déjà trop Maurice Leblanc et les histoires d'Arsène Lupin, puisque tout le monde savait évidemment que Arsène Lupin avait déjà volé la Joconde, mais c'était avant 1911, et l'avait remplacée par une copie, ce qu'il avait fait dans tous les grands musées du monde. Et donc tout ça se trouvait dans son musée privé de l'Aiguille Creuse à Étretat. Alors juste, le fait que le problème de l'original et de la copie concernant Mona Lisa est quelque chose qui perdure jusqu'à aujourd'hui, puisque nous avons parfois des visiteurs, il suffit de se promener dans le musée à des jours affluence ou pas, et en effet, vous pouvez avoir des gens qui viennent pour la première fois mais qui veulent la voir, puisque 99% de notre public vient la voir, et qui demandent aux agents est-ce que c'est bien l'original, est-ce que c'est le facsimilé. Donc il y a toujours, sur cette œuvre en tous les cas, cette question de savoir si on voit vraiment l'original. Et vous savez, oui, mais... Cette question s'est posée dans les années 20, lorsque quelqu'un a apporté en place publique une excellente copie de la collection d'un monsieur Carré, dont j'ai oublié le prénom. Et le détenteur de ce tableau prétendait avoir la vraie Joconde, se référant à un texte de Vasari qui parlait de deux versions de la Joconde, donc celle du Louvre étant la version secondaire en quelque sorte. Et à la suite de l'apparition de cette copie comme ça sous les feux médiatiques, le directeur du musée de l'époque, Henri Verne, a fait procéder, c'est aux archives des musées nationaux que j'ai pu lire ce dossier, a fait procéder à des analyses de la Joconde du Louvre pour s'assurer, malgré toutes les précautions qui avaient été prises par ses prédécesseurs lorsqu'on a retrouvé le tableau en 1913 à Florence, qu'il s'agissait bien de la vraie Joconde. Donc c'était une sorte de thème lancinant, et encore il y a quelques années, on a vu ressurgir une de ces très bonnes copies qui
qui était présenté d'une façon très spectaculaire, évidemment avec sans doute des arrière-pensées mercantiles, comme étant la fameuse deuxième Joconde. Bon, ça c'est tant qu'il y aura de belles copies anciennes du tableau, on verra ressurgir ces histoires. Il y a un vrai fantasme de la copie remplaçant l'original. Alors, je rebondis peut-être sur la deuxième partie que j'avais interrompue de votre question, sur évidemment, elle va voyager encore après au cours du XXe siècle, mais du coup peut-être, moi j'ai lu avec intérêt, puisque Mathieu en a reparlé au moment de l'achat par le duc d'Aumale de la Joconde nue, donc ce contexte politique de l'époque, à la veille de la Première Guerre mondiale, il y a quand même aussi l'attitude de l'Italie, de Florence, j'allais dire du marchand florentin qui va s'apercevoir du vol, enfin qui va avoir cette occasion bien sûr de restituer l'œuvre, et puis le directeur des offices. Je trouve que c'est quand même très intéressant. Alors, on le pressent, mais il y a quand même eu là un enjeu finalement de redécouverte de cette œuvre. Brièvement, oui, il faut redire, parce que nous retrouvions brièvement voilà. Vincenzo Perugia, donc ce petit ouvrier vitrier qui avait conservé la Joconde dans sa petite chambre d'ouvrier près de l'hôpital Saint-Louis à Paris pendant de 1911 d'août 1911 à décembre 1913. Donc ce garçon, ne sachant que faire d'un tableau aussi encombrant dont le monde entier parlait, il lisait les journaux. Il n'avait pas avoir un salaire modeste, il achetait des journaux, on en a la preuve. Il avait cherché à rentrer en contact avec quelques grands marchands, et notamment Devine à Londres. Il s'était rendu à Londres pour essayer de négocier une vente, une restitution du tableau. C'était très maladroit et très peu outillé pour mener ce genre de négociation. Or, à la galerie de Devine, on ne l'avait pas du tout pris au sérieux, donc là, on aurait pu l'attraper finalement. Non. En revanche, du côté des antiquaires italiens, alors certains ne répondent pas. Il y en a un à Florence, Alfredo Geri, qui répond à une lettre signée Leonardo, ou Léonard selon les versions, on n'a pas retrouvé l'original, et qui dit « Mais, cher monsieur, je serais ravi de vous rencontrer, pouvez-vous apporter le tableau à Florence ?» Et nous allons en discuter dans ma galerie, à Florentine. Et alors, il croit qu'à moitié, évidemment, que c'est possible, mais après tout, il sent qu'il y a tout de même quelque chose d'intéressant. Et cet antiquaire en mal de notoriété va être à l'origine de la redécouverte du tableau, puisque le pseudo-Léonard se rend à Florence et arrive dans la galerie de l'antiquaire et lui dit « Voilà, la Joconde est dans mon hôtel, d'Albergo Tripoli Italia, telle adresse ». Et donc, très vite, l'antiquaire, qui est ami avec le directeur du musée des Offices, se rend avec ce directeur dans la chambre d'hôtel, constate qu'effectivement, ça a toutes les apparences de l'original, et à ce moment-là, arrive à persuader le voleur de leur laisser le tableau pour étude au musée des Offices. Et à ce moment-là, Perugia est emprisonné, et le tableau est sauvé. Alors après, on se demande... Perugia voulait retirer de l'argent, évidemment, de cette opération, mais il y avait aussi l'argument nationaliste. Donc, pardon, parce que c'est une longue parenthèse pour revenir sur le point que vous souleviez. Oui, non, mais bien sûr. Puis il y a même la Société des Amis du Louvre qui met en jeu... Il y avait les récompenses. Les récompenses. Les récompenses. 10 000 francs par-ci, 40 000 francs par-là. Non, l'intérêt est que, effectivement, donc, l'Italie restitue. Ah oui, le contexte politique et international. Oui. Oui. Et il se trouve que la France et l'Italie, à l'époque, sont un peu deux chiens de faïence. Exactement. L'Italie étant alliée à l'Autriche et à l'Allemagne. Et le fait que le tableau soit retrouvé en Italie va donner lieu à des démonstrations diplomatiques extrêmement sympathiques et chaleureuses. Et ça va... Alors, ça ne va pas faire passer l'Italie de notre côté pendant le premier conflit mondial, mais probablement ça va commencer à contribuer à améliorer les relations entre les deux pays. Et pour favoriser ces relations, la France autorise le gouvernement italien à exposer le tableau, d'abord à Florence, ensuite à Rome,
puis à Milan, à la Galerie Brera. Et alors là, tout, le roi, la reine mère, les corps constitués, le Sénat, tout le monde défile. Grand succès. Immense succès. Et c'est probablement, de même, grand succès de l'exposition du tableau à Paris à l'École des Beaux-Arts en janvier 1914. Lorsque le tableau rentre à Paris, on ne le remet pas tout de suite au Louvre, on le présente aux Beaux-Arts où il y a, je sais pas, plus d'espace pour lui consacrer une exposition privée en quelque sorte. Et je crois que c'est le premier phénomène, à ma connaissance, d'une exposition qui attire des foules aussi considérables. Mais donc, c'est aussi le rôle politique, entre guillemets, si je puis dire, ou diplomatique, que va jouer, en gros, ce tableau, Mona Lisa ambassadrice. Il y a quand même un phénomène, parce que vous l'évoquiez, qu'on ne retrouve finalement qu'à la fin du XXe siècle, avec André Malraux, qui va effectivement faire voyager aux États-Unis donc l'œuvre. Alors là, on est aussi dans un contexte. C'est Cuba, c'est les missiles, c'est la baie des cochons, c'est Kennedy. L'OTAN, voilà, il y a vraiment exactement. De Gaulle donc, parce qu'on dit évidemment que c'est Jackie Kennedy, enfin Malraux voulait, voilà, il y a eu un accord entre les deux, etc. Mais il y a probablement aussi de la part de JFK l'idée aussi d'avoir là une sorte d'atermoiement et d'interstice culturel qui permettait aussi d'assouplir probablement la diplomatie de la guerre froide. Mais je ne sais plus. Je crois que je ne sais plus si Mathieu en reparle, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a eu ensuite, et c'est souvent par ricochet, parce que là, pour le coup, moi aussi, j'avais regardé toutes les archives, donc André Malraux, Jacques Duhamel, enfin toute cette période, et on retrouve bien sûr des conservateurs qui sont, sur le plan de la conservation de l'œuvre, évidemment vent debout, enfin ils demandent... Très hostile. Hostile en même temps, ils n'ont pas beaucoup le choix, mais ils vont imposer quand même pour les États-Unis, puis aussi pour le Japon. Et puis ensuite, on va demander au Japon de faire un saut, parce qu'on passe par le Vladivostok, un saut, c'est la période Khrouchtchev, donc on va demander un passage, un stop à Moscou. Donc en effet, il y a là des enjeux très importants où on voit cette œuvre voyager avec des échanges de courriers qui montrent en effet que ce soit le service de conservation des musées de France, le département des peintures du Louvre, des conditions de présentation, de contrôle de climat. De transport déjà. De transport, la boîte métallique, hermétique. Et en même temps, j'allais dire... Qui peut flotter en cas de naufrage du paquebot France, puisqu'elle voyage dans une cabine du paquebot. C'est aussi intéressant parce que ce sont des événements depuis le vol de 1911, par exemple, où à chaque fois, au niveau de la sécurité, au niveau de la protection, au niveau de la conservation, on fait d'énormes progrès parce qu'on travaille avec des entreprises, on essaye d'affiner les choses. Et là, je ne sais pas ce que Mathieu en pense, parce qu'en effet, on voit l'œuvre La Joconde nue exposée jusqu'en 1982. Vous l'avez restaurée, j'imagine, et vous l'avez un petit peu... C'est un dessin, donc ça ne se restaure pas, non, malheureusement. Non, mais on a remonté, parce qu'elle a dû recevoir quand même... Évidemment, on a changé de verre, les rayons etc. lumineux fortement. Et c'est vrai que on ne peut plus se recoiffer devant la vitre de La Joconde. Non, on ne peut plus. Non, mais c'est intéressant aussi de vous faire comprendre et de nous faire prendre conscience, en effet, qu'à l'occasion d'événements comme cela, ça ouvre aussi des périodes de connaissance, de découverte, d'approfondissement extrêmement importants au sein d'une institution. Et alors, il y a une petite innovation qui trouve sa place dès 1911, dès la disparition de La Joconde, c'est l'instauration du bulletin de déplacement des œuvres. Cette chose n'existait pas. Donc, vous prenez La Joconde, il n'y a pas un petit écriteau qui vous signale à l'emplacement du tableau pourquoi la Joconde est déplacée, pourquoi elle n'est pas à sa place. Et donc, ce simple bulletin permet, maintenant on le voit évidemment dans tous les musées du monde, permet de signaler l'excellente raison pour laquelle le tableau que vous êtes venu voir ne se trouve pas à sa place. Et c'est une mesure de sécurité pour les œuvres, bien sûr. Donc ça date de 1911. Alors peut-être avant d'avoir des questions et de pouvoir échanger avec vous, bien sûr, peut-être justement, puisqu'on est là sur les questions de
muséographique en quelque sorte, peut-être aussi parler de la présentation de l'œuvre. À partir de 1911, parce que vous évoquiez sa présentation, on l'a vu, elle était dans le Salon Carré en 1911 au moment du vol, sous le repas chez Lévy. Non, elle était le repas chez Simon, c'était un immense tableau de Véronèse qui est pas tout à fait aussi grand, mais presque que les noces de Cana qui se trouvent toujours au Louvre. Ce tableau, ce repas de chez Simon se trouve au château de Versailles maintenant, puisque il y était sous l'Ancien Régime. Et donc, vous avez la Joconde qui fait à peu près 80 cm de haut, qui était placée sous cette toile absolument sous gigantesque. cette toile, comme on le voit d'ailleurs dans les reproductions de l'époque, voilà, que ce soit les Sept Cheminées ou le Salon Carré. Après la guerre de 14, le musée évacuait tous ces chefs-d'œuvre, les récupère après la guerre, et là on réfléchit à une nouvelle présentation, parce que c'est vrai que ce grand Véronèse était complètement écrasant, ça n'était plus acceptable de présenter des petits tableaux sous une toile gigantesque. Oui. Et à ce moment-là, on la présente dans la grande galerie. Pour ça, vous vous rapprocherez tout à l'heure pour voir. On fait une sorte de tribune avec quelques chefs-d'œuvre italiens, et la Joconde se trouve au centre. Et il y a devant un rideau, je crois qu'on ferait plus ces choses-là maintenant dans une présentation permanente, le Sainte-Anne, la Vierge et l'Enfant de Léonard. Oui, oui, mais c'est très intéressant parce que cette présentation, et justement, je voulais aussi qu'on voit avec Mathieu, parce que je pense que la présentation du duc d'Aumale est aussi très intéressante, puisqu'elle est plutôt figée. Elle est plus figée, tandis qu'au Louvre, ça a beaucoup évolué. Et vous avez là on est après le vol. Là, c'est après la Première Guerre mondiale. Oui, mais donc, elle est encore flanquée du petit Saint-Georges et du petit Saint-Michel, si je ne m'abuse, des deux petits Raphaël, sur un panneau. Et elle est de part et d'autre des deux bustes florentins. Il doit y avoir le Diotis Salvi Neroni et puis l'autre, et puis un Cassone ou un... Voilà, qui permet aussi d'éloigner d'éventuels malfaiteurs. Et là, on est quand même dans la grande galerie. On est quand même dans la grande galerie, Jérôme et Mathieu, avec une présentation qui est quand même assez conforme à ce qu'on faisait à l'époque dans d'autres musées. C'est là où j'aimerais, parce que quand même, en fait, Chantilly est un modèle. Chantilly est le mémorial de la muséographie du XIXe siècle. Vous savez que le duc d'Aumale a légué Chantilly à l'Institut de France en 1886. Ce legs a été effectif à sa mort en 1897, avec des conditions très strictes, selon lesquelles on ne peut pas changer la présentation des œuvres, on ne peut pas prêter les collections. Alors il y a eu un petit accroc, mais en fait, pour finalement respecter la première clause du duc d'Aumale, c'est-à-dire conserver à la France les chefs-d'œuvre de Chantilly, c'est-à-dire que les dessins ont été décrochés, mais très tardivement au cours du XXe siècle, pour les préserver, tout simplement, parce que si on continue à les présenter, ils allaient disparaître. Néanmoins, Chantilly conserve, pour ce qui est les peintures, les objets d'art, les sculptures, une présentation un peu digne de celle-ci, et en fait, qui fait référence au grand modèle de muséographie, notamment que connaissait le duc d'Aumale et qu'admirait le duc d'Aumale, c'est la tribune des offices. C'est avec ces tentures cramoisies, avec ces mélanges de peinture, de sculpture, de cassonnes, les objets d'art, avec un accrochage très, très dense, à plusieurs niveaux. Et c'était le grand modèle au XIXe siècle. Et quand tous les musées de France étaient exposés de cette façon-là... C'était l'idée du Salon Carré. Exactement, le Salon Carré, c'est la même chose. Au XIXe siècle, où on avait les chefs-d'œuvre de toutes les écoles. Puis le Salon Carré s'est spécialisé dans la peinture italienne. C'est à l'époque du vol de 1911. Il n'y a pratiquement plus que des tableaux italiens dans le Salon Carré. Mais à l'origine, c'était conçu comme une tribune, effectivement, de chefs-d'œuvre. Et donc le musée des offices et les collections des Médicis font partie des grands modèles pour la muséographie du 19e et qu'on retrouve jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est un élément très important parce que on va aboutir, après les fameux voyages dont nous venons de parler outre-Atlantique et encore plus loin, en Asie, après, c'est vraiment la vision d'aujourd'hui, c'est-à-dire lui consacrer une salle. Et ça, c'est vraiment le retour de Moscou, donc 72, qui a consacré pour la conservation du musée, le fait que cette œuvre devait être présentée dans une vitrine isolée, alors dans la salle des États, plus dans le Salon Carré,
je dois dire qu'on a fait une expérience au moment du Grand Louvre. Il y a eu un débat avec les conservateurs du département, Pierre Rosenberg, Jean-Pierre Cuzin, Michel Laclotte, qui était le président-directeur. Et au moment de lancer un concours pour la rénovation de la salle des États, telle que vous la voyez aujourd'hui avant la remise en peinture, on a voulu faire le test de la remettre dans la Grande Galerie et de reprendre ce parti, le parti aussi que René Huyghe avait eu aussi après la guerre. Et c'est vrai que Michel Laclotte a dit « on va tenter ». Je peux vous dire que ça n'a pas duré longtemps. Oui, non, je pense que la preuve a été rapidement faite que ça n'était pas... En fait, l'idée, visible. donc, c'est de la mettre avec les autres Léonard, Bien parce sûr. que ça, c'est quelque chose en plus auquel Jean-Pierre Cuzin était très attaché. Et c'est vrai que ça n'a pas tenu, j'allais dire 15 jours, un mois, même. Il a fallu décrocher toute la périphérie de la Grande Galerie, des 2 murs, pour que le public puisse venir l'admirer. C'était donc au péril de ses comparses, en fait. Oui. Donc, voilà. Et la deuxième étape dans le concours a été de se dire, bon, enfin 200 mètres carrés, ça doit lui suffire. Et on a fait un test à grandeur dans la salle, à côté de la salle des États, etc., en pleine période de Pâques d'ailleurs, pour avoir une bonne densité. Et on a fait faire des études par des spécialistes de grande fréquentation. Ils nous ont dit, c'est pas 200 mètres carrés, c'est 500, 800 mètres carrés. Et donc, du coup, il a fallu inverser avec toujours la problématique que vous connaissez, bien sûr, des noces de Cana, donc le plus petit avec le plus grand. Mais en même temps, donc ce problème muséographique de la présentation de la Joconde est quelque chose qui va encore occuper, je pense, des générations de conservateurs On a vu à venir. Le sujet sorti récemment dans la presse avec l'hypothèse d'un pavillon séparé pour présenter. Oui, bien sûr. le L'occasion tableau. de l'exposition, là, je pense, bien sûr, bien sûr. Évidemment, ce serait un soulagement pour les visiteurs qui viennent voir des tableaux, et non pas se photographier devant la Joconde. Mais en même temps, je crois que bon, pour l'instant, le Louvre n'y est pas favorable pour ce moment d'excellence. C'est évidemment très cruel de se priver d'un si grand nombre de visiteurs qui n'ira voir que la Joconde. C'est pour ça que je faisais allusion tout à l'heure au fait que le tableau n'était pas dans l'exposition Léonard de Vinci, évidemment, mais ce que vous nous dites de cette expérience faite dans la Grande Galerie, c'est évidemment c'est une difficulté majeure. Ce tableau n'était plus un tableau, c'est un monstre qui est devenu incontrôlable et que malheureusement, on a beaucoup de mal à regarder en tant que peinture aujourd'hui parce que simplement les conditions matérielles, physiques, l'air qu'on respire, tout ça n'est pas favorable à la contemplation d'une œuvre qui reste évidemment une peinture magnifique. Et je crois que lorsque le tableau a été présenté à Washington, on a vu défiler presque 10 000 personnes par jour. Enfin, selon, il y a des chiffres variables. Oui, même sur beaucoup la presse. plus, même beaucoup Et je crois plus. qu'aujourd'hui, au Louvre, on est plutôt aux alentours de 30 000, Oui, je bien crois. sûr, on fait des 30 journées à 000, 40 000, oui. 30, 40 000. Comment Là, sous voulez-vous contrôle. Voilà, il faut... Oui, non, c'est... Donc, allez tous au musée Condé. Oui, ben bien sûr. Et puis, Vous l'avez... et puis, elle est Non, quand non, même non. au Louvre parce qu'il y a tout de même des salles attention. plus calmes. Alors, Où vous ne est-ce verrez qu'elle plus la est Joconde nue parce qu'elle est en réserve, c'est un dessin. Et Ah oui, oui. donc, mais Donc, pendant pour combien 3, de 6 temps, mois, alors 1 an, Quelle est 2, la 3 norme ans. Ah ben, 3 ans. Jusqu'à la prochaine 3 mois, 3 exposition. ans. Jusqu'à la prochaine exposition Joconde nue. Peut-être, on ne sait pas encore. On ne sait pas. Mais vous verrez d'autres chefs-d'œuvre, des Raphaël, des Poussins, des bateaux. Ah, mais etc. c'est... Bon, je pense que c'est vraiment une collection magnifique, mais dont le statut, effectivement, Et ne particulier. permet pas qu'elle sorte. Donc, il faut aller sur place au beau jour, très agréable promenade. Question. Madame Spadavicia, le micro. Oui, je voulais vous poser une question. Je voudrais savoir si vous pouvez expliquer un peu comment on a pu dépoussiérer ou nettoyer le papier, je ne sais pas, le dessin. Quels sont les procédés qu'on a utilisés pour l'améliorer? Récemment, Oui, en fait, nous n'avons pas touché. C'est une œuvre trop fragile. Et c'est là aussi, c'est une Joconde. C'est-à-dire, c'est une sorte d'icône qui est comme la Joconde du Louvre. En fait, on n'ose pas y toucher. Et là, c'est tellement fragile et
et accidenté, qu'en fait, on a juste changé le montage, c'est-à-dire ce qui permet de sa présentation. Donc, on n'a pas touché à la Joconde du nu. Bonjour, merci pour votre très bel exposé, absolument passionnant. Une petite, pour expliquer ma question et l'amener, je vais prolonger ce que vous avez dit sur la question des craquelures soumises à Henri Verne. Alors effectivement, il y a cette preuve par les craquelures de l'authenticité de la Joconde. Et ce qui va compliquer la tâche à Henri Verne, c'est qu'au même moment, il y a un scandale dans l'histoire de l'art, à une exposition d'une collection de primitifs flamands en Angleterre, au Burlington Museum, où Van der Weken, qui est un restaurateur, va faire scandale en disant que ces œuvres que tous les experts prennent pour des originaux sont de sa main. Et qu'il a une technique qui permet de refaire les craquelures. Donc la preuve par les craquelures, finalement, que donne Henri Verne pour l'authenticité de la Joconde va être quelque peu mis en difficulté. Alors, du coup, et ça va être la création, c'est pour ça que je reviens à l'histoire du Louvre, la création du laboratoire du Louvre se fait à ce moment-là. Et effectivement, parallèlement, tous les scientifiques font des tests pour savoir comment identifier, authentifier une œuvre. Et le parallèle que vous avez fait avec Bertillon est aussi intéressant parce qu'il y a ce projet un peu étonnant de bertillonnage des œuvres d'art, se disant que finalement, les craquelures sont un peu comme les empreintes digitales et les supports, notamment le bois, peuvent servir de preuve à authentifier les œuvres. Voilà. Donc il y a cette idée-là qui va faire long feu de bertillonnage des œuvres d'art, et donc vous avez très justement montré le revers de la Joconde, et je n'ai pas eu connaissance qu'ils aient cherché de ce côté-là, mais cette idée. Alors, je vous en prie. Oui, je vais dire, parce que j'ai prononcé le nom de Bertillon, il y a donc le vol de la Joconde est mis à l'honneur en ce moment dans l'exposition sur la science à la poursuite du crime aux Archives nationales, où on voit finalement comment Bertillon a raté Perugia et les problèmes que ça posait, etc. Donc voilà. Alors je vais en venir vite du coup à ma question, parce que voilà, juste pour prolonger, en fait, celui qui a installé le laboratoire du Louvre, c'est Sellerier, qui est, voilà. Mais il était précédé en fait par le successeur de Bertillon au service de l'identité judiciaire, et donc la question de l'identité, les seuls experts qui étaient finalement les plus autorisés pour identifier, authentifier une œuvre, c'était ces gens qui, après Bertillon, la question de l'anthropométrie, s'occupaient à Paris de l'identification des gens qui étaient déviants par rapport aux normes sociales. Hein. Donc c'est un gros problème, voilà. Et donc c'était M. Blé qui était pressenti pour être l'installateur du laboratoire du Louvre, et malheureusement il se fait assassiner dans un procès par un des criminels qui l'a confondu en 1926, ces gens étant sur la traque des restaurateurs faussaires. Voilà. Donc on a comme ça un paysage qui est celui de la police, vraiment historiquement avec ces personnages-là. Donc la question que je voulais vous poser à tous les deux, c'est finalement, comme vous avez mené une enquête, véritablement, vous avez suivi une enquête policière, que monsieur le conservateur nous a montré à quel point la recherche des indices, les hypothèses, l'identification se retrouvait au cœur de votre métier. Finalement, vous qui avez écrit ce récit, monsieur qui avez fait cette enquête sur la Joconde nue, à quel moment sentez-vous que finalement vos disciplines, qui ont été regroupées par Carlo Ginzburg sous la notion de paradigme indiciaire, bifurquent entre le métier de policier, d'enquêteur, et le métier d'historien d'art? La science... C'est une autre rencontre. La science forensique. Il faut inviter un représentant de la police judiciaire, chère Françoise. Oui. Mais alors, c'est passionnant, et vous soulignez justement effectivement la création du laboratoire des musées de France et le rôle de l'investigation scientifique dans l'analyse des œuvres d'art. Alors c'est vrai qu'on savait fabriquer de fausses craquelures, qui étaient de vraies craquelures, tout simplement en cuisant des peintures modernes dans des fours, etc. Simplement, le réseau de craquelures n'est pas maîtrisable. Donc la cartographie, en quelque sorte, des craquelures ne peut jamais être identique d'un tableau à l'autre. Donc on peut faire des craquelures sur une fausse Joconde, mais on ne peut pas faire de vraies craquelures ressemblant à celles de l'original. Et par ailleurs, la radiographie, les rayons X, etc., sont appliqués au XXe siècle. Et si on avait été plus prudent, dans l'affaire des faux Vermeer peint par Hans van Meegeren, là on est dans les années 30, on aurait tout de suite vu que ces Vermeer étaient peints sur des tableaux de certains de ses contemporains au XVIIe siècle. Enfin, c'était visiblement pas l'habitude de Vermeer. Mais je laisse peut-être la parole à Mathieu. Pour la dernière partie de votre question, où s'arrête peut-être le travail scientifique avec des sciences plus dures et le travail d'histoire de l'art. En fait, il est complémentaire, et notamment pour les questions de la Joconde nue. On a accumulé des indices, des données scientifiques plus ou moins objectives et fiables, mais ensuite c'est l'histoire de l'art qui fait son travail et qui doit reprendre. C'est-à-dire que
l'histoire de l'art était tournée en rond, entre suiveurs, ateliers, Léonard ou pas. Donc on a fait appel à la science, mais les données doivent être ensuite interprétées et relues à l'aune de l'histoire de l'art. Donc en fait, c'est juste, c'est une étape puis l'autre, en quelque sorte. Et maintenant que nous avons réuni toutes ces données fiables grâce au Centre de recherche et de restauration des musées de France, l'histoire de l'art reprend et on a des historiens d'art qui vont dire oui c'est Léonard, non c'est l'atelier, c'est un tel, et les méthodes d'histoire de l'art, l'attributionnisme, les comparaisons pourront et ont déjà repris. Parce que alors évidemment dans le cas de Léonard, on peut très bien se trouver confronté à des tableaux de son atelier, donc qui sont peints sur les mêmes supports, avec les mêmes préparations de céruse, etc., avec les mêmes pigments, qui ont vieilli à peu près de la même façon, dont les dessins préparatoires sont constitués par les mêmes matériaux, etc. Et en fait, donc l'épreuve scientifique, la police scientifique des œuvres d'art, si j'ose dire, peut vérifier la datation des pigments, leur nature, tout d'un coup déceler un bleu de Prusse qui n'existe évidemment pas à la Renaissance, ou des couleurs de synthèse inventées au XIXe siècle, mais ça ne remplacera... Enfin, les deux vont main dans la main, c'est-à-dire à un moment ou à un autre, il faut interpréter ces données scientifiques avec le regard de l'histoire de l'art. Et à ce sujet, je vous signale, si vous ne la connaissez déjà, une intéressante petite exposition au musée d'Agen autour de Goya, qui pose la question de Goya et de son atelier, et donc tous les tableaux attribués jadis à Goya, puis désattribués, et qu'on considère maintenant comme venant de son atelier et réalisés sous sa direction. C'est absolument passionnant. C'est vraiment un champ d'études qui s'ouvre colossal et qui va faire grincer quelques dents, parce qu'évidemment, il y a des tableaux célèbres qui étaient traditionnellement attribués à Goya, dont on se rend compte aujourd'hui qu'ils sont probablement exécutés par un de ses brillants assistants au sein de l'atelier et vendus sous le contrôle de Goya comme des Goya. Je voudrais vous poser une question à propos des craquelures, parce que j'ai vu des craquelures fausses faites avec un vernis, et il m'a semblé qu'elles avaient une forme assez régulière par rapport aux véritables craquelures des tableaux anciens. Les procédés dont vous avez parlé, c'est-à-dire le fait de chauffer les vernis, produit-il des craquelures régulières ou pas? Alors, ça produit surtout de vraies craquelures, c'est-à-dire c'est vraiment la matière picturale qui est cassée en petits morceaux, alors que les fausses craquelures dont vous parlez sont obtenues avec on trouve, j'ai eu ça quand j'étais enfant, des fournitures pour faire de fausses craquelures. Vous passez un vernis, vous en passez un deuxième, et il y a des rétractations de l'un parce qu'il n'y a pas le même temps de séchage qu'avec l'autre. Et à ce moment-là, ça produit un réseau de craquelures qui est extrêmement superficiel. Alors que les vraies craquelures des tableaux, elles affectent toute la matière. Donc elles sont profondes. Et elles ne se produisent pas toutes en même temps, comme lorsqu'on fait des craquelures fausses. Je crois qu'il y a des gens plus compétents que moi dans la salle pour expliquer la formation des craquelures, j'avoue. Oui, donc ça doit donner une image différente au microscope, peut-être, ou avec une loupe. Mais bon, ça fait partie des éléments. Quand un tableau est analysé, évidemment, on prend des éléments de comparaison dans l'œuvre de l'artiste qui est considéré. Et à ce moment-là, on compare l'évolution du tableau étudié par rapport à l'évolution des autres tableaux qu'on connaît avec certitude de ce même artiste. Et je suppose que c'est l'un des éléments de comparaison qui peut alimenter l'étude. Merci beaucoup. Monsieur Chopin. Vous avez relevé tout à l'heure, à juste raison, les rondes jambes de la diplomatie franco-italienne à l'époque. Mais je crois qu'on a tous pu considérer un petit peu dans les médias qu'à un siècle après, on s'est retrouvé dans la même situation. Ah, oui. Qu'une exposition a pu avoir lieu parce qu'un gouvernement est tombé. C'est un peu déjà mon défaut. On peut dire qu'un gouvernement est tombé qui a permis l'exposition que nous avons dans ce musée. C'est assez incroyable. Et vous savez, oui, mais merci de le rappeler. Et vous vous rappelez la polémique qu'il y a eu au sujet de l'homme de Vitruve, que finalement le gouvernement italien avait accepté de prêter, mais qu'un groupe
nationaliste, portant l'affaire en justice, a essayé de retenir en Italie. Voilà, on est effectivement au cœur de ces problèmes. Et du reste, en 1913, lorsque le tableau est retrouvé à Florence, il y a des voix qui s'élèvent dans les milieux florentins nationalistes pour dire « mais elle est à nous, ce tableau florentin nous appartient ». Donc il y a une sorte de... ce nationalisme un petit peu voilà, exalté date pas d'hier, et malheureusement ça continue à sévir. Bon, alors en ce qui concerne l'homme de Vitruve, finalement il a pu être dégagé de cette procédure judiciaire suffisamment tôt pour être dans l'exposition, heureusement. Oui, mais c'est vrai que ça a tenu en haleine jusqu'à la fin, quelques jours de l'ouverture. Négociation de ministre culture, ministre à culture, hein, et oui, parce que sûr. le ministre le a nouveau changé. ministre, Franceschini, qui était revenu. Mais en l'occurrence, alors ça pour les tableaux, mais pour le dessin, c'était entre les mains de la justice. Donc théoriquement, le politique n'a pas le pouvoir d'intervenir. Pas eu ce problème. Nous n'avons pas eu ce problème. Non, par rapport aux revendications italiennes. On a eu un problème avec un prêt à la bibliothèque Ambrosiana, mais qui s'est là aussi qui s'est dénoué la veille du vernissage. Donc il n'était pas là lors de... Oui, parce que vous, au printemps, on était vraiment dans une situation beaucoup plus tendue encore. Mais je pense qu'il y avait un contexte général en Italie de toutes ces œuvres qui allaient vers des expositions consacrées à Léonard et son entourage. Oui. Et donc, il y a eu une sorte de crispation, en plus qui n'a pas été favorisée par la situation politique à ce moment-là en Italie. Donc, on a eu un problème avec un dessin milanais. Non plus, voilà. C'est l'expo Raphaël qui va être en échange. On va prêter des œuvres pour l'exposition Raphaël, je crois, en Italie. Ah oui, à Rome, c'est ça. C'est tout l'enjeu de Chantilly, c'est-à-dire c'est faire des expositions, mais sans pouvoir prêter en contrepartie. Très dur. Alors on y parvient, peut-être avec plus de négociations, en ayant des sujets finalement assez solides, scientifiques, inédits. Et puis pour ce qui concerne Raphaël, grâce finalement à cet échange entre France et Italie, nous serons les seuls à partir du 7 mars 2020 à proposer une exposition Raphaël en France, grâce à notre fonds que nous ne pouvons pas prêter. Autour de la petite dessins, Vierge d'Orléans, non? Autour des tableaux et des dessins qui sont nombreux de Raphaël à Chantilly. Oui, ça, bon, alors voilà, on a déjà une annonce, hein, je pense que prochain événement éventuellement. Hein, Encore une petite question avant de se quitter. Oui, monsieur. Je voulais vous demander si Perugia lui-même s'était expliqué sur ses motivations. Alors, il s'est expliqué effectivement, et sans doute avec les excellents conseils de ses avocats. Son explication est assez incohérente puisqu'il a tout de suite dit à la police judiciaire en 1913 que, étant lui-même un ouvrier italien humilié par ses camarades en France comme étranger, il avait désiré frapper un grand coup et rendre à son pays, à l'Italie, un tableau volé, c'est son mot, par les Français, par Napoléon, disait-il. Donc il y avait une sorte de grand amalgame entre les campagnes d'Italie, Bonaparte, Napoléon, la Joconde, qui évidemment, comme l'a rappelé Mathieu Deldic, a été achetée par le roi de France, donc, et qui appartient, et qui non seulement n'a jamais été livré à son commanditaire, mais n'a jamais quitté l'atelier de Léonard. C'est un tableau qui a continué à se faire. Et donc Perugia a avancé cet argument. Alors évidemment, ce qui est plus troublant, c'est que quand on le voit allant chez Devine à Londres, qui est le plus grand marchand de peinture ancienne, qui fournit les grands collectionneurs, notamment aux États-Unis, quand on le voit écrire à des antiquaires à Florence ou à Rome, il est tout de même question d'argent, d'une récompense, sinon d'une vente. Alors, et il avait par ailleurs annoncé à sa famille qu'il allait devenir très riche. Mais en même temps, c'est quelqu'un d'assez naïf. Hein. Je crois qu'en anglais, on dirait un simpleton, c'est-à-dire un simple d'esprit, quelqu'un qui n'est pas inintelligent, mais qui a vraiment des notions très, très limitées, qui est dépassé par son geste, que du reste, je suis très frustré de le dire encore aujourd'hui. Je ne suis pas parvenu complètement à expliquer. Il y a une hypothèse romanesque à laquelle j'aimerais croire, qu'il a été manipulé par un gang international de voleurs de musées.
c'est une hypothèse séduisante. Il n'y a pas suffisamment de preuves. Et puis, ça n'expliquerait pas pourquoi il conserve le tableau 2 ans chez lui. Tout ça, il y a à la fois beaucoup de professionnalisme dans le vol et ensuite beaucoup d'amateurisme dans la tentative de monnayer le retour de l'œuvre. Donc, s'il a eu des complices, il a été abandonné par ses complices, peut-être parce que l'affaire était devenue trop dangereuse. Donc, la vérité, c'est que voilà, il y a une espèce de bouffée de colère de cet Italien qui décide de faire quelque chose. Je ne parviens pas totalement à l'expliquer. Par ailleurs, il était affecté d'une maladie terrible dont souffraient tous les peintres en bâtiment à l'époque. Et puis, ça existe toujours, c'est le saturnisme. Alors là, je crois que son dossier médical était assez chargé. Je connais une hypothèse qui a été formulée notamment dans un documentaire, expliquant l'incohérence de son geste par une sorte de délire lié au saturnisme. Mais voilà tout ce qu'on peut dire. Ça n'est pas complètement satisfaisant. Je ne désespère pas un jour de pouvoir vous en dire plus sur la question. En tout cas, il n'a pas détruit l'œuvre. Comment a-t-il fait pour la conserver? Est-ce qu'il a pris des précautions particulières ou il y avait une chance de conservation de l'œuvre? Alors, il a pris des précautions, il a été très soigneux. D'abord, quand il a quitté le Louvre, il voulait prendre l'autobus pour rentrer chez lui et déposer le tableau dans sa petite chambrette du 11e arrondissement actuel. Et puis, comme il était déjà très en retard au travail, ce modeste ouvrier s'est payé un taxi-auto, donc une automobile, c'était beaucoup plus cher qu'un fiacre en 1911, pour rentrer plus vite chez lui. Donc déjà, le tableau a voyagé confortablement. Ensuite, il l'a drapé dans un morceau de velours rouge, il a enveloppé le tableau et il conservait la Joconde. Tout ça a été décrit sur la table même où il dînait. Donc il enlevait le tableau, et voilà, il dînait et ensuite il reposait. Et puis ensuite, il a fait confectionner par un menuisier de ses amis une boîte en bois blanc pour la conserver. C'est dans cette boîte qu'il l'a transportée à Florence, dans un compartiment de 3e classe, mais enveloppé dans son tissu rouge, etc. Et ça a été constaté par, là on voit le directeur des offices devant le tableau retrouvé, donc juste après l'arrestation de Perugia en décembre 1913 à Florence. Tout le monde constate que le tableau est en parfait état. Pas vraiment, parce que ce n'est pas de la contemplation égoïste d'un chef-d'œuvre. Le tableau est dans un placard, roulé sur une table, roulé dans un tissu. Vous voyez, c'est devenu quelque chose d'encombrant dont il prend soin, mais ça ne rejoint pas le mythe du collectionneur fétichiste qui s'approprie un chef-d'œuvre. C'était l'une des hypothèses, évidemment, émises aussi en 1911. Qui a pu bien voler ça? Alors, un déséquilibré, un fanatique, un voleur de calibre international ou un amateur fétichiste. Et ce qui est amusant, c'est que lorsque l'inspecteur de la police judiciaire vient interroger Perugia chez lui, la Joconde est sur la table, drapée de son petit velours rouge. C'est-à-dire que c'est l'inspecteur de police qui note soigneusement « Alors, où étiez-vous de tel jour du mois d'août, etc., à telle heure ?» Et alors l'autre lui ment. Et la Joconde est sur la table. Voilà. Il a été condamné en début 1914 à 1 an et 7 jours de prison de mémoire. Et en fait, la peine a été réduite à 7 mois, qui correspondait à son emprisonnement avant le procès. Et il a beaucoup attendri lors de son procès qui a lieu à Florence. Sa chance à lui, ça a été d'être jugé en Italie. Il a attendri le public, il a attendri tout le monde. Ses avocats ont fait un brillant travail. On a vu le nationaliste naïf qui avait essayé de faire quelque chose pour rendre une forme d'honneur à sa patrie, et donc il a attendri, d'où une sentence très clémente. En revanche, il y a un exemple qui est lié à cette affaire, qui est l'affaire des statuettes volées par l'ancien secrétaire d'Apollinaire, statuettes ibériques volées au Louvre, etc. Ce voleur-là n'a pas été retrouvé. Son geste a fait qu'Apollinaire a été inquiété dans l'affaire de la Joconde, à laquelle il était strictement étranger. Mais Géry Pierret, donc ce secrétaire belge d'Apollinaire, a été condamné par contumace à 10 ans de prison pour avoir volé
une statuette qui appartenait au Louvre, oui, bien sûr, mais enfin, ce qui laisse entendre que le vol de la Joconde jugé à Paris devant une cour d'assises, c'est un crime, ça aurait valu quand même beaucoup plus cher. Les vols de statuettes dont vous parlez, c'était avant le vol de la Joconde. Oui, c'est juste avant. Ça remonte à 1907 pour les deux premières dont on ait la trace. Picasso en achète une, parce que c'est donc très lié à ce milieu, Picasso, Apollinaire, etc. L'autre, que Géry Pierret n'arrive pas à vendre à Picasso, il la lui offre. Donc Picasso en a 2 dans son atelier. Et Géry Pierret en vole une 3e. Il se trouve que cette salle du Louvre est très mal gardée à l'époque, visiblement. C'est pas seulement la Joconde, mais ces statues, personne ne les regarde. Elles sont très primitives. On les appelle phéniciennes, d'ailleurs. On ne sait même pas ce que c'est. Donc il en a volé une 3e et il arrive chez Apollinaire en septembre 1911 avec cette statuette dans sa valise. Apollinaire affolé lui dit mais il faut rendre ça, enfin c'est affreux. Et donc il restitue par l'intermédiaire d'un journal la statuette au musée du Louvre. Mais à ce moment-là, le journal exploite la restitution et la police immédiatement remonte à Apollinaire. Donc oui, c'est à 1907-1911. D'accord. Et il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu d'autres vols au Louvre? Ah oui, mais c'est une autre histoire. Si, alors là, oui, voilà. non, voilà. On a reste, nous, sur l'événement léonardesque. Voilà, moins connu. Mais c'est vrai, bien sûr. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que fin 19e, début 20e, il y a un plan déjà qui commence à s'envisager, qui va mettre du temps de modernisation de l'institution. Il n'y a pas le chauffage, il faut des problèmes d'éclairage, d'électricité, etc. Donc il y a vraiment pour étendre les horaires de visite. Donc tout ça est à l'étude et on voit bien la fragilité du musée à cette époque, y compris sur les aspects de surveillance que Jérôme a évoqués. Il faut professionnaliser la surveillance, c'est évident. Donc ça va se faire à partir de 1926-28 avec Henri Verne qui arrive, qui n'est pas conservateur, mais qui a une vie dans les cabinets ministériels, mais qui surtout va prendre en main un grand projet de modernisation de l'institution, et notamment sur le plan architectural et technique. Mais dès les années 1910, il y a une conscience de la fragilité du système de surveillance. Mais bien il y a sûr, vraiment des tentatives de la direction de l'époque pour améliorer, mais il y a un manque de moyens, en éclairant la nuit, la Joconde avec une lampe à réflecteur et quelques chefs-d'œuvre du musée et les joyaux de la galerie d'Apollon. Seulement, le problème du gardiennage que j'ai évoqué tout à l'heure fait que ces mesures n'ont pas... Non, il y a un manque de moyens. Il y a un manque de moyens. Dans la journée, donc c'était pas la nuit. Mais... On pourrait en parler encore toute la nuit, bien sûr. Un éclairage donc, des lampes à pétrole. Je vous remercie infiniment. Merci à nos 2 invités parce que vraiment c'était passionnant. Et en même temps, ça nous a fait ouvrir une autre piste dans ces événements du 500e anniversaire. Merci encore à tous les 2 et merci à tous et de bonnes fêtes de fin d'année, bien entendu.